Une boucle de durabilité en Web3, qu'est-ce que c'est? Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un système complexe. Avant que je rentre dans les détails, ça va être un peu compliqué cette vidéo. Pour recontextualiser tout ça, aujourd'hui, je suis investisseur crypto et startup et également Chief Web3 Officer, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la branche Web3 d'une société. On va de la tokenomics à même le chiffre d'affaires de la boîte sur côté Web3, comment on le met dans le token, etc. Donc tous ces mécanismes-là, tout ce qui est B2B Web3, les Web3 builders, ceux qui vont amener de la liquidité, enfin bref, ça prend en compte tout ça, mais pour ça, il faut savoir étudier comment un système fonctionne en Web 1 et Web 2, et même à l'échelle gouvernementale. Donc bref, je vais essayer de faire quand même simple. J'ai donné des mots assez complexes ici, mais on va essayer de le voir simplement. Juste avant, ceux qui commencent en Web3 et qui veulent travailler en Web3, petit livre Token Titan. Donc c'est pas mon livre, hein, c'est le livre de notre ami Tougan Barra. Franchement, ce livre, pour ceux qui veulent commencer dans l'écosystème Web3, juste pour comprendre, alors, il est énorme. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de schémas très très stylés, très sympathiques. Mais en tout cas, ça permet vraiment de dégrossir tout l'écosystème Web3. Donc en gros, c'est les secrets pour construire euh, des expériences Web3 via des communautés, etc. Enfin bref, tous les mécanismes, même les dégènes, etc., les mêmes coins, pour comprendre tout ça. Franchement, ce livre est très bien pour commencer. Euh, donc là, dans cette vidéo, je parle un petit peu de ce que je fais quand j'étudie quelque chose et comment j'essaie de l'appliquer sur mes besoins. Et donc là, c'est un article tiré de Trent McConaghy euh, sur le protocole Océan. Donc Océan, je pense que vous connaissez, donc c'est une crypto-monnaie. Cet article date de 2020 et pourtant c'est une des bases quand même là-dessus. Et pour tout vous dire, cet article de blog, je l'ai trouvé sur la Token Academy euh, où je prends beaucoup d'informations là-bas aussi. Et cet article est cité sur vraiment les bases, comment fonctionne un système. Quand on parle de système, c'est système financier. Je vais essayer de faire simple. Donc là, j'ai fait la traduction en français directement sur la page. Donc il y a des mots qui correspondent, mais pas trop. Donc bref, je vais essayer d'y aller petit à petit et surtout de vous montrer via des schémas pour vous expliquer en français avec du vocabulaire simple. Je vais essayer, je vous promets. Voilà, on va voir. Donc là, pour commencer, en gros, comment un système se développe. Donc on va parler Web 1, Web 2, Web 3 et aussi un système gouvernemental. Donc quand je dis gouvernemental, c'est plutôt étatique, c'est plutôt vis-à-vis de création monétaire, une banque centrale, etc. Euh, donc là, il parle en gros, ok, donc il y a ce qu'on appelle des subventions en Web 3, c'est ce qu'on appelle on appelle ça des grants. C'est quand un projet va donner de l'argent à d'autres projets pour qu'ils se développent. Euh, Ça, pareil, c'est. Bon, je vais essayer de faire simple, mais bon, en gros, quand un projet a levé beaucoup de fonds, il peut allouer, enfin, il fait ce qu'il veut, il peut allouer des fonds à d'autres projets pour qu'ils viennent développer sur son infrastructure, layer 1, peu importe, en lui donnant des subventions. Mais pareil, enfin, donner des subventions, c'est donner de la trésorerie. Et comment gérer tout ça. Donc bref, il y a des problématiques et le but de ces problématiques, en fait, c'est d'étudier en amont comment fonctionne un système et à quel point c'est intéressant de donner des subventions ou pas. Mais c'est bien plus large que simplement les subventions dans l'écosystème Web3. Euh, ok, ça. Donc voilà, il y a trois, quatre étapes grossièrement. On va voir les modèles économiques des entreprises Web 1 et Web 2. Alors Web 1, je le rappelle, on va dire, c'est le premier type de web, c'est-à-dire on a une page et c'est l'entreprise qui fournit de l'information. Et ensuite, il est apparu du style des entreprises qui vont vendre des choses sur ces pages. Mais c'est vraiment l'entreprise qui
push de l'information. Le Web 2, c'est une entreprise qui push de l'information et des interactions avec les utilisateurs. C'est-à-dire, moi, je peux mettre un commentaire sur le post du blog en question ou autre. Et aussi, je peux, en tant que particulier, poster des choses. Donc, créer un blog. Si on prend l'exemple d'Amazon, Amazon, au début, ils vendaient des livres de leur collection, grossièrement. Et ensuite, ils ont permis à des personnes de venir dans leur écosystème et de proposer leurs livres à vendre en mode marketplace. Bah, c'est ça, c'est Web 1, il n'y a que la boîte qui vend. Et Web 2, il y a des utilisateurs, des particuliers qui peuvent venir et vendre leurs services produits dessus et interagir avec cette page. Et la partie Web 3, donc c'est la même chose, sauf que les datas, au lieu de les donner à la société, par exemple Amazon, hop, on vous donne les datas de nos clients, c'est vous qui gérez tout. Eh bien, le Web 3, c'est je poste quelque chose, mais je possède cette donnée. Donc, c'est pareil pour l'argent. Je possède mon argent qui est sur la blockchain via un accès, via une clé privée, un wallet. Donc, on va voir leur business model, comment il fonctionne. Et c'est ici où on parle aussi d'État, comment ils gèrent les monnaies. Les modèles de durabilité et croissance à l'échelle nationale, ouais, c'est ici, pardon. Donc l'échelle nationale, comment ça fonctionne. Parce que l'État est un système qui... Alors le mot système, c'est vraiment d'un point de vue conceptuel, hein. Donc c'est un système qui est alimenté par les impôts. Les impôts, on appelle ça des recettes fiscales, c'est le bénéfice de l'État euh, qui fonctionne comme ça, c'est le modèle économique. Mais ces impôts, ils doivent servir à quelque chose, potentiellement. Et ensuite, les modèles de durabilité et croissance en Web3. Donc, pour les sociétés, bon, je vais passer, je vous mettrai en lien l'article si ça vous intéresse. Mais globalement, en fait, on parle tout le temps d'un système, c'est un ensemble de choses qui font tourner, on va dire. Et ce qu'on peut appeler la flywheel, donc c'est la roue d'inertie. Donc en fait, on va avoir de la croissance ici, au milieu, sur le petit truc jaune, ici. Cette croissance, bon, c'est un peu galère de traduire en français à chaque fois, mais en gros, on va vendre un produit, un service, on va le sélectionner, disons ça pour faire simple. Ensuite, le client va avoir une meilleure expérience, donc ça va ramener plus de clients, bouche à oreille, etc. Donc ça va ramener plus de vendeurs, donc il va y avoir plus de choix, etc. Et comme tout ça crée de la croissance, donc au milieu le petit truc en jaune de la croissance, eh bien ça va permettre de réduire les coûts de structure. Et si on réduit les coûts de structure, eh bien pour la société peut réduire les prix, ses frais de fonctionnement. Donc ça va augmenter l'expérience utilisateur parce que les prix sont plus avantageux. Donc c'est ça un petit peu une roue d'inertie. Donc là, ils prennent l'exemple d'Amazon où, je crois que c'est ici, en gros, voilà, d'abord, ils vendaient eux, donc petite, il n'y avait pas beaucoup de produits. Ensuite, ils ont ouvert en mode marketplace, donc il y avait plus de vendeurs, ce qui a donné le choix, plus de produits, donc une meilleure expérience utilisateur, plus de trafic. Et puis Amazon, ils ont pu réduire les coûts, etc. Là, c'était modèle Web 1, on va dire. Tac, tac, tac. Ok. Donc, ouais, il parle de eBay, Craigslist. Même si, du coup, après, il y a eu des vendeurs indépendants qui venaient dessus. Donc, on peut quand même considérer que c'est du Web 1. Ensuite, le Web 2. Donc, ça s'apparente, on va dire, à partir de l'apparition bah, des devices à la maison, donc un ordinateur, téléphone, etc. Donc tout ce qui a rendu accessible, on va dire, Internet aux utilisateurs particuliers, sans que ça soit des sociétés. Donc là, il prend l'exemple de différents modèles économiques
Donc par exemple, il y a les abonnements payants, donc c'est des logiciels, ce qu'on appelle des SaaS. SaaS, c'est Software as a Service. Il y a le modèle économique des frais de transaction. Donc là, vous pensez peut-être à voilà, Uber, Amazon, Airbnb, etc. Il y a des modèles économiques de programmes d'affiliation et de publicité. Donc si on reprend la roue d'inertie, on va dire qu'on a vu sur cette partie-là, cette première, en mode Web 1. Je regarde si, ouais, il y a celle-ci. Donc en gros, la roue d'inertie des sociétés Web 2, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est la société crée un service. Donc en gros, je regarde, je sais plus ce qu'il raconte la compagnie MGMT, enfin bref. Du coup, ils ont de la trésorerie. Cette trésorerie, disons qu'elle vient des fonds propres ou bien d'une première levée de fonds. Ensuite, ça permet d'employer des personnes. Ces personnes vont créer créer de la valeur et ça va permettre de vendre un produit ou un service. Et ensuite, la compagnie, du coup, récupère des revenus une fois qu'elle a payé tout ça et elle peut les réinjecter dans la trésorerie pour employer plus de personnes, faire plus de produits et vendre plus. Donc voilà, ça c'est la boucle de base. Par contre, il y a quand même un souci, c'est euh, les défis sont de savoir comment démarrer l'entreprise et comment croître suffisamment vite pour battre la concurrence. Eh bien, ce qu'il faut rajouter, là ils prennent l'exemple d'Amazon, c'est que au début, Amazon avait besoin de fonds pour démarrer, pour embaucher des personnes, qui ont ensuite construit le produit initial et a commencé à générer des revenus. Euh, et ensuite, une fois qu'Amazon s'est développée, elle risquait de dépasser par la concurrence, donc il fallait davantage de fonds pour croître de manière agressive afin que on puisse lancer cette roue d'inertie. Parce que généralement, on la lance et après, une fois que c'est parti, c'est bon. Mais il y a toujours des phases d'accélération, des phases de décélération. Et si on ralentit, eh bien, on peut avoir des concurrents qui viennent. Donc, je vais vous l'expliquer ici. Donc, on a cette première roue d'inertie, ok. Et en fait, là, on introduit la notion d'action. C'est-à-dire que Amazon, c'est une action, c'est un nombre d'actions qui peuvent être vendues à des investisseurs pour renflouer les caisses, pour rajouter de la trésorerie. Donc ça veut dire, hop, ici j'ai plus d'argent, donc je peux embaucher plus, je peux faire travailler plus et donc je peux vendre plus, globalement. Ici, le service, le nombre de services et de produits vendus, bah, ça va influer sur le prix du stock. Donc stock, ça veut dire action, le prix de l'action. Donc en gros, plus on va vendre des produits et des services, bah, plus ça va rentrer dans notre bilan et plus l'action va pouvoir se valoriser. Donc ensuite, si on continue la roue, les revenus de la compagnie, bah, ça part un coup dans la trésorerie, un coup dans les dividendes et le rachat d'actions au sein de la société. Et, et du coup, voilà, on relance la roue. Si jamais on est en difficulté financière, eh bien, la société est toujours là, elle tourne toujours, mais c'est juste qu'on a mal géré la trésorerie. Eh bien, on peut émettre de nouvelles actions. Et ça, c'est l'avantage des sociétés, c'est qu'une société peut émettre une quantité illimitée d'actions. Alors, oui et non. Euh, En tant qu'investisseur, on parle de dilution des actions, c'est-à-dire la société Amazon a 1000 actions, elle est en difficulté, elle a zéro dans ses caisses, ok. En fait, elle va faire une augmentation de capital, donc passer de 1000 à 1100 par exemple, et vendre ses 100 actions. Par contre, si on raisonne d'un point de vue valorisation totale de la boîte, bah, généralement, en fait, la valorisation peut augmenter ou pas, mais c'est pas le fait qu'il y ait 100 actions en plus qui augmente. C'est le fait qu'on revalorise la boîte en fonction d'une photo à l'instant T, ok, combien elle vaut, combien elle fait de chiffre d'affaires, combien elle fait des d'EBITDA, etc. Donc, bref, c'est des métriques, mais c'est pas le fait qu'on rajoute 100 actions. Euh, Si par exemple, moi j'ai 10% de la boîte et que donc j'ai 100 actions sur un total de 1000 et qu'on passe à 1100 actions, en fait, euh,
moi je vais me faire diluer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10% de la boîte, je vais avoir plus que 9% de la boîte. Parce qu'il y a plus d'actions émises, mais moi j'en ai pas eu plus. Donc en fait, je vais me faire diluer, je vais avoir un plus faible pourcentage de la société. Mais ça permet à la société du coup de faire de l'impression monétaire, de l'impression d'actions pour renflouer les caisses. Et avec ça, ça permet de relancer la roue s'il y a des difficultés pour continuer à avoir cette roue d'inertie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est on a des roues d'inertie, comment on fait pour les lancer, ok, mais pour les maintenir si jamais il y a des difficultés. C'est vraiment ça tout l'enjeu de cette vidéo et d'expliquer comment un système fonctionne et comment on va le comprendre en Web3. Donc à l'échelle nationale, on reprend le même schéma classique, hein, c'est les employés y travaillent, ces employés, donc les fonctionnaires, ça permet de créer des services. Je crois qu'il y a le détail ici. Défense. Voilà. En gros, les nations perçoivent des revenus provenant des impôts. Ok. Elles utilisent ces revenus pour créer et développer un écosystème de lois, d'infrastructures publiques, de défense, etc. afin que le citoyen puisse prospérer et faire du commerce. Donc, le rôle des employés de l'État, c'est de créer des infrastructures, des conditions pour que le citoyen puisse prospérer. Et si le citoyen prospère, eh bien, donc les revenus ce qu'on appelle le PIB, les revenus de produit intérieur brut euh, de, comment on appelle ça, de la nation, on va dire, augmentent. Et du coup, l'État gagne plus de taxes. Donc ça permet de renflouer les caisses et puis d'employer plus, de faire fonctionner plus, etc. Bon là on va pas rentrer dans les détails, notamment par rapport à la France, à la redistribution des taxes, etc. C'est pas le sujet. Mais voilà un peu comment ça marche. Il y a un système de vote, on va dire, sur on veut tel parti ou tel parti qui va plus favoriser les dépenses monétaires dans tel ou tel parti. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Pour rappel, on parle des modèles de durabilité de croissance et croissance à l'échelle nationale ici. Donc on a un modèle systémique, ce qu'on peut appeler. Bon, ceux qui sont techniques et économiques, ils vont rigoler, mais ceux qui, qui débutent, je ne veux pas utiliser des mots trop compliqués. Voilà, on a un système qui fonctionne, on veut qu'il soit durable et croissant. Ensuite, on a différentes échelles, voilà, échelle de société, échelle de nationale, etc. Et comment on fait pour que ça tienne dans le temps? C'est vraiment ça tout l'enjeu. Par contre, là-dessus, on va le voir sur le schéma. Pareil, comment on fait pour pallier toutes les problématiques? S'il y a des crises financières, s'il y a un confinement comme on a eu, que l'arrêt, plus personne ne travaille, donc il n'y a plus de chiffre d'affaires, donc il n'y a plus de taxes, etc. Comment on fait? Eh bien, on a l'avantage que, on va dire, l'impression monétaire a été donnée pour les États. Ça a été pour les États slash banques. Bon, on va essayer de faire simple. Mais du coup, voilà, si on est en difficulté de cette première roue, eh bien, on peut print fiat, donc on va imprimer de la monnaie, des euros, du dollar, pour réinjecter ici. Et cette impression de monétaire, eh bien pareil, elle se fait un peu à partir de rien et de façon arbitraire avec des personnes qui décident de ça globalement. Mais c'est juste pour comprendre le contexte. Donc si on prend ici, eh bien, on a la roue qui tourne, les revenus alimentent, etc. S'il y a des difficultés, il y a possibilité d'émettre de nouvelles actions de la société pour que cette société puisse continuer de tourner. Il y a un système de gouvernance où ceux qui détiennent la boîte peuvent dire ouais, je veux distribuer des dividendes, etc. ou pas. Et sur la partie nationale, donc sur un système étatique, eh bien, ça va plutôt être on va printer de la monnaie fiat euro. On arrive enfin au modèle de durabilité croissance en Web3.
Et globalement, ça c'était un petit peu le tout début des projets. Donc on avait des projets Web3 sans boucle. Et du coup, c'était une grosse problématique. C'est-à-dire que on crée du token et on le vend. Donc on peut l'apparenter un peu à des actions de la société, mais c'est pas vraiment ça parce que c'est complètement décorrélé et le parti token c'est complètement spéculatif. Euh, Tout l'enjeu de la tokenomics. Mais du coup, voilà, on crée un token, on le vend, on a une somme initiale, ça nous permet de payer notre team, de développer le service, le produit. Et puis, si le produit est bien et que l'utilisation du token est bien, eh bien, euh, le token peut augmenter en prix et donc récompenser les premiers investisseurs. Donc ça, c'est un peu le tout début d'une tokenomics classique, enfin très très simple. J'ai envie de dire, allez, 2015 à 2018-19, c'était un peu ça quoi. Une tokenomics n'existait pas vraiment. Ensuite, il y a eu l'apparition de la première roue, on va dire, où on crée du token, ok. Mais au lieu de donner les tokens directement, que les investisseurs vont vendre pour récupérer leur mise, eh bien, on va faire des critères pour la croissance et des critères, des indicateurs de performance pour dire, voilà, on va distribuer des tokens en fonction de notre avancée, par exemple 5% par mois pendant 4 ans, peu importe, mais du coup, on ne va pas te donner tout d'un coup, on va plutôt te donner au fur et à mesure parce que nous, on a besoin de ces tokens, on a besoin de soutenir un prix croissant pour attirer de la communauté, etc. Donc, ensuite, on a les travailleurs qui bossent, qui créent du revenu et qui déploient le produit. Si l'écosystème Web3 l'accepte et que c'est un bon produit, ben, le token peut prendre en valeur, mais à l'inverse des premières tokenomics, eh bien, le revenu du, des services, il va être réinjecté dans la société qui va avoir des KPI, des critères de réussite, etc., pour repartir dans une boucle, globalement. Si je reprends l'exemple, au début, c'était vraiment basé sur, ok, c'est linéaire, mais il n'y a pas de boucle. Une fois que c'est là, bah, on a vendu tous nos tokens et merde, on est 4 ans après, il y a eu un bear market, notre token est à zéro, comment on fait? Donc la première boucle, et puis la seconde boucle complète aujourd'hui, je crois que c'est le dernier schéma, euh, ouais, avant-dernier on va dire. La boucle aujourd'hui, c'est voilà, on lève des fonds, on crée le produit, etc. On réinjecte les revenus dans la société, mais d'autres, on introduit d'autres mécanismes qui font en sorte de soutenir cette économie de tokens, notamment avec du buy and burn de tokens. Donc c'est voilà, le but c'est on part d'un truc linéaire, ok, on fait un système pour réinjecter du revenu dans la boîte, ok. Et maintenant, on fait un système pour réinjecter du revenu dans la boîte et dans le token afin de soutenir le prix du token. Donc, on va faire du buy and burn de token. Euh, Ici, on va distribuer, donc ici c'est 10 bursts over years, decades and centuries, c'est-à-dire on fait une émission de tokens plus longue pour dire ok, ne vendez pas vos tokens de suite parce que nous on en a besoin pour créer notre écosystème. Bien sûr, pour ça, eh bien, on va mettre en place un système de gouvernance, de vote, comme ceux qui ont des actions, ils ont un droit de vote, comme l'État qui a un droit de vote sur comment on répartit, enfin, les citoyens ont un droit de vote pour dire, ok, toi l'État, on veut que tu répartisses comme ça l'argent des taxes, etc. Système de vote, et puis voilà, on fait le produit, et ça repart dans la boucle, on brûle du token, on met de l'argent dans la boîte, etc. Et dernier point, le but c'est toujours on grossit ce système afin que on alloue de plus en plus de ressources et qu'on ait un système durable. Alors là, du coup, c'est le modèle du token Océan. Je vais pas trop le détailler ici, mais globalement, on voit que on lève des fonds, pour faire simple, on travaille, on sort le projet, et puis ici on fait des revenus. Euh, on a des incentives pour le token Océan, c'est-à-dire il va y avoir des frais, du stacking, etc. On a des revenus qui partent dans le, le buy and burn du token Océan, et puis ça repart dans la boucle.
Ici, on a la partie, ok, on distribue sur X années. Et ici, on a la partie un peu vote par gouvernance de, on a de la trésorerie, sur quoi on alloue sur l'écosystème océan. Donc voilà un petit peu comment fonctionne tout ça. Donc si je reprends le titre pour faire une petite conclusion, la boucle de durabilité du Web3, eh bien, on s'inspire de ce qui a été fait en Web 1, en Web 2, sur les sociétés, comment elles font. Ok, on a vu que si elles sont en difficulté, donc je rappelle, on parle de durabilité, elles sont en difficulté, donc on va faire en sorte que on va émettre des nouvelles actions avec un système de gouvernance. Donc gouvernance, c'est système de vote, on va dire, et on va faire en sorte de payer tout le monde dans la boucle, les employés, les actionnaires. On va soutenir le prix de l'action en la rachetant et en lançant des dividendes, etc. Euh, et du coup, également sur la partie euh, gouvernementale, où en gros, comment on fait, donc si jamais on a des crises, etc., eh bien on peut imprimer de l'argent. En fait, c'est vraiment cette partie de faut créer une boucle et faut être capable euh, de si on est en crise, comment on fait pour soutenir un truc durable. Eh bien, sur le Web3, on est passé d'un truc linéaire où on lève des fonds et il ne se passe plus rien, à un truc de on fait une boucle, première boucle, ok, et on ajoute la partie token où au lieu de. Alors on peut pas en créer non plus, on peut pas créer 10 tokens par société, etc. Sinon, niveau image de marque, c'est pas top. Mais on va faire en sorte de les distribuer sur la longue et aussi de faire, de rajouter des incentives sur le token et aussi de faire en sorte de racheter avec un pourcentage du chiffre d'affaires du token et de le brûler. Donc voilà comment on peut créer globalement un système économique sur le Web3 durable. Donc dites-moi si ça vous a intéressé. En fait, je fais aussi ce genre de vidéo parce que quand je dois faire une vidéo, eh bien, je me dois de simplifier au maximum et du coup de m'expliquer à moi-même ce que j'apprends. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un peu plus de contenu comme ça. Je pense pas énormément vu qu'on parle plus investissement, startup Web3, mais là c'est intéressant de comprendre comment une startup Web3 peut survivre, comment elle lève des fonds et comment elle fait en sorte de créer une tokenomics durable, c'est vraiment ce qu'on parle, pour que dans 10 ans ça soit encore plus ou moins fonctionnel, même si ça change beaucoup.